Combien de temps ça vous prendrait de lire 20 livres? C'est pas l'affaire de 5 minutes. En plus, des références de culture générale incontournables, ce ne sont pas des livres de 100 pages. Et puis si vous lisez pour retenir des choses, alors vous devez prendre des notes, ce qui prend encore plus de temps. Vous m'avez compris, lire les 20 ouvrages dont je vais vous parler, ça serait très long, ça vous prendrait 1 an, je pense, si vous êtes très sérieux. Donc, abandonnez l'idée, n'achetez pas ces livres, ne les ouvrez pas. Regardez simplement cette vidéo jusqu'au bout en prenant des notes. Vous allez gagner énormément de temps. Regardez cette vidéo suffira pour vous faire une bonne idée de ce qu'il y a dans les livres de la liste parce que j'ai lu et parfois même résumé la plupart de ces livres. Donc j'en comprends bien les idées essentielles. Et puis surtout, le but, ce n'est pas de vous cultiver, mais de réussir un exercice précis, la dissertation. Bah oui, c'est à ça que vont vous servir les 20 références. Je les ai sélectionnées pour ça. Elles servent à défendre des idées importantes dans les grands thèmes de culture générale des concours administratifs. C'est pour ça que ce sont des références très rentables. Elles pourront vous servir dans beaucoup de dissertations. Alors, les références, c'est bien, mais c'est la méthodologie qui fait la différence en dissertation. Ça tombe bien, j'ai ce qu'il vous faut, un cours gratuit de méthodologie de la dissertation. Vous pouvez le recevoir soit en cliquant sur le lien qui s'affiche en haut à droite, soit en utilisant celui qui est dans la description de cette vidéo. Inscrivez-vous et vous m'en direz des nouvelles. Mon introduction est déjà longue, donc j'abrège. Je vais bien sûr vous donner la liste des références, mais je vais aussi préciser l'utilité de chaque référence pour une dissertation au concours administratif, c'est-à-dire ce que la référence sert à montrer dans une argumentation, et puis je résumerai aussi très rapidement les idées essentielles de chaque livre. Si vous estimez que d'autres références méritent de figurer dans ma liste, ou si vous avez d'autres idées de liste, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Voilà, je vous ai enfin dit tout ce que je voulais vous dire. Regardez bien la vidéo jusqu'au bout et vous allez gagner énormément de temps. Première référence, La République, Platon. C'est peut-être le livre le plus célèbre de la philosophie occidentale, et c'est en tout cas la référence la plus importante de la philosophie politique. Platon imagine une cité utopique dont le but est de réaliser la justice, qu'il définit comme l'harmonie des parties dans le tout. Sa cité atteint l'harmonie sociale grâce à 2 facteurs. Elle divise tout d'abord les citoyens en 3 catégories, les gardiens, les gouvernants, les auxiliaires, les guerriers, et les producteurs, tous les autres. Ensuite, elle donne le pouvoir à une élite de philosophes qui vivent ensemble selon des principes communistes. Si vous voulez en savoir plus, allez lire mon résumé détaillé sur 1000 idées de culture générale. Deuxième référence, Le Prince, Machiavel. Cet ouvrage est à l'origine de ce qu'on appelle le machiavélisme, l'idée qu'il faut exercer le pouvoir politique en excluant les considérations morales. En effet, Machiavel désenchante la politique en la débarrassant des scrupules juridiques et moraux qui restreignaient, voire paralysaient l'action de l'État au Moyen-Âge. Il rejette tout idéalisme parce qu'il pense que les hommes sont des tyrans en puissance. Il ne veut pas faire régner la justice, mais seulement canaliser les intérêts conflictuels pour qu'ils s'entre-détruisent sans avoir pu ébranler le pouvoir. Cependant, le machiavélisme dégénère en amoralisme. Le philosophe propose même un système généralisé d'immoralité et d'illégalité. Troisième référence, les 6 livres de la République, Jean Bodin. La théorie de l'État de Jean Bodin est une des principales sources de la tradition constitutionnelle française. Et les 6 livres de la République sont un des premiers ouvrages de la philosophie politique des temps modernes. Le concept le plus important du livre est la souveraineté de l'État. Comment caractériser la souveraineté de l'État ? Par les droits régaliens et par la reconnaissance internationale. Pour Jean Bodin, qui défendait l'absolutisme royal, la souveraineté de l'État doit être absolue. Elle n'est soumise à aucune règle, ni à aucun contrat avec le corps social. Mais en pratique, l'État doit être hiérarchisé pour la bonne transmission verticale de l'autorité. Quatrième référence, Léviathan, Thomas Hobbes. Cet ouvrage sert à justifier l'octroi d'une puissance exceptionnelle à l'État. Hobbes fait référence au Léviathan, un monstre marin colossal
capable d'anéantir le monde parce qu'il veut que l'État ait les moyens d'éteindre l'extrême instabilité de l'état de nature. Cet état de nature est une guerre de tous contre tous, où l'homme est un loup pour l'homme. Donc, les hommes doivent passer un contrat pour sortir de cette impasse. Il crée ce faisant un état illimité qui préserve la civilisation de la violence originelle. 5e référence, du contrat social, Rousseau. C'est l'ouvrage de référence pour justifier le principe de souveraineté du peuple. Rousseau y refonde la société politique sur de toutes nouvelles bases dans le but d'édifier un système de pouvoir démocratique qui réussisse à garantir à la fois l'égalité et la liberté des citoyens. Son contrat social crée un corps moral et politique, c'est-à-dire qu'en s'associant, les citoyens forment un tout qui possède, à l'image d'un individu, un moi, une vie et une volonté, la volonté générale. En pratique, c'est grâce à la loi que le peuple a le pouvoir. Chacun décide en contribuant à élaborer la loi, et chacun reste libre parce qu'il est soumis à une règle qu'il a lui-même contribué à élaborer. 6e référence, de l'esprit des lois, Montesquieu. Comme le précédent, cet ouvrage a jeté les bases philosophiques de la démocratie moderne. Ce qu'il a d'original, c'est son pragmatisme. Montesquieu réfléchit à l'efficacité des lois en dehors de l'idéologie ou de la religion. À ses yeux, il faut adapter les lois au régime politique, au pays et au peuple auquel elles s'appliquent. L'idée la plus célèbre et la plus influente du livre est la séparation des pouvoirs. Pour empêcher l'arbitraire et les abus liés à l'exercice de missions souveraines, il faut séparer et équilibrer le législatif, l'exécutif et le judiciaire. Mais ces pouvoirs peuvent tout de même interagir. 7e référence, de la liberté des anciens comparée à celle des modernes, Benjamin Constant. Cette mémorable conférence donnée en 1819 est une bonne référence pour justifier la protection des libertés individuelles. Benjamin Constant explique qu'il existe deux sortes de libertés. La liberté des anciens et la liberté politique dont jouit l'individu lorsqu'il participe à la vie publique. La liberté des modernes, en revanche, c'est la liberté civile qu'a l'individu de jouir de ses droits et de développer ses facultés comme bon lui semble, tant qu'il ne nuit pas à autrui. Ces deux conceptions sont en tension, notamment lors de la Révolution française, où les révolutionnaires ont voulu substituer la liberté des anciens à celle des modernes. 8e référence, de la démocratie en Amérique, Alexis de Tocqueville. C'est l'ouvrage de référence pour parler des caractéristiques de la société démocratique, que Tocqueville a mise en lumière après un voyage de presque 1 an aux États-Unis. La première chose qui l'a frappé, c'est à quel point l'égalité des conditions imprègne les mentalités. Il note aussi que la démocratie américaine donne le pouvoir à l'opinion publique. La France et les États-Unis ont là un point commun. L'opinion publique y est le pouvoir dominant, en vertu de quoi la souveraineté du peuple est une réalité de chaque jour. Cela engendre cependant un grand conformisme, une certaine tyrannie de la majorité. Neuvième référence, qu'est-ce qu'une nation, Ernest Renan. Cette conférence de 1882 fixe les termes de la conception française de la nation. Renan montre que la nation est une innovation historique qui repose en partie sur l'oubli. France est par exemple devenu le nom du pays alors même qu'il n'y était entré qu'une imperceptible minorité de Francs. L'idée de la race ne permet pas de déterminer les frontières d'une nation, car il n'existe pas de race pure. Les bons critères, ce sont l'appropriation de la mémoire collective et le désir de vivre ensemble. 10e référence, Le savant et le politique, Max Weber. C'est l'ouvrage de référence pour définir ce qu'est l'action politique. Max Weber pose d'abord que l'État est le détenteur du pouvoir politique dans les sociétés modernes. Dans celle-ci, l'autorité politique est rationnelle, parce qu'elle est fondée sur la croyance à la légalité des ordonnances et à la légalité des titres de ceux qui exercent la domination. Le sociologue explique également dans cet ouvrage qu'il existe deux états d'esprit différents en politique.
Soit on agit pour atteindre un certain résultat, c'est l'éthique de responsabilité. Soit on agit pour préserver ses valeurs, c'est l'éthique de conviction. Enfin, il explique aussi que le professionnel de la politique vit de la politique, tandis que le militant vit pour la politique. 11e référence, L'étrange défaite, Marc Bloch. Ce livre est l'analyse de référence sur la débâcle française de 1940. Pour Marc Bloch, c'est le pays tout entier qui était malade d'un immobilisme généralisé. Les élites militaires étaient les premiers responsables parce qu'elles ont manqué d'autorité, d'organisation et de capacité d'adaptation à la guerre moderne. Mais c'est plus globalement l'esprit français, cette intelligence nationale dont le pays est si fier, qui est responsable de la débâcle de 1940. L'historien voit dans les élites françaises, engoncées dans leur esprit de caste, formées dès l'enfance au bachotage, au formalisme, à la bureaucratie, à la fidélité aux doctrines apprises et à la référence envers les puissants, il voit dans ces élites françaises l'incarnation de la paralysie intellectuelle responsable de l'étrange défaite. 12e référence, Mémoires de guerre, Charles de Gaulle. Cette référence est importante parce qu'elle révèle la conception de la France du fondateur de la Ve République. Il y a d'abord dans cette conception une dose de messianisme. Charles de Gaulle est persuadé que la Providence voue la France à la grandeur, à un destin hors du commun, dans le succès comme dans l'échec. Sur le plan politique, il veut que la nation française soit unie. C'est pourquoi il se méfie des intérêts particuliers, des partis et des idéologies. Sur le plan géopolitique, il veut que la France soit indépendante, ce qui justifie qu'elle soit flexible pour défendre ses intérêts. 13e référence, Les deux corps du roi, Ernst Kantorowicz. Cette référence sert à justifier la nécessaire continuité du pouvoir politique et le consentement à l'existence de l'État. Avec l'image des deux corps du roi, l'historien Ernst Kantorowicz distingue, d'une part, le corps naturel et mortel du roi, et d'autre part, le corps mystique et immortel qui incarne le royaume tout entier et en garantit la continuité politique et spirituelle. La métaphore a évolué jusqu'au XIIIe siècle, où le pouvoir de l'État s'est institutionnalisé dans une administration. L'État devient alors une personne fictive, un corps mystique et universel, et il revendique ce faisant une permanence jusque-là réservée à l'Église et à l'Empire romain. 14e référence, La crise de la culture, Hannah Arendt. Cet ouvrage est la référence pour expliquer le fait que la tradition n'a plus pour nous l'autorité qu'elle avait par le passé. Quelles sont les causes de cette mutation ? Hannah Arendt souligne tout d'abord que les sociétés de consommation de masse transforment la culture en biens de consommation forcément éphémères, alors que la culture traditionnelle est par définition durable. Elle met aussi en évidence la priorité donnée au divertissement qui désacralise l'objet culturel. À ses yeux, nous devons retrouver un rapport approprié à la culture pour sortir de l'impasse où nous sommes coincés entre le passé et l'avenir. 15e référence, Démocratie et totalitarisme, Raymond Aron. C'est un peu le manuel de base de la philosophie politique moderne. Raymond Aron explique que nous réfléchissons aujourd'hui à la politique, c'est-à-dire à l'organisation de la vie collective, nous y pensons à partir de l'antithèse entre la démocratie et le totalitarisme. Cette antithèse révèle que les deux critères de choix d'un régime politique sont la légitimité et l'efficacité. Elles mettent aussi en évidence le problème de la corruption de l'organisation sociale, soit au niveau des institutions, soit au niveau des mentalités, soit encore au niveau de l'infrastructure sociale. Les deux différences fondamentales entre la démocratie et le totalitarisme, ce sont que les régimes démocratiques sont constitutionnels, c'est-à-dire que des règles cohérentes définissent l'organisation de la société, et qu'ils sont aussi pluralistes, c'est-à-dire qu'ils admettent le désaccord, la diversité des opinions. 16e référence, La dynamique de l'Occident, Norbert Elias. Cet ouvrage est la référence pour parler de la genèse de l'État. En reconstituant la construction de l'État absolutiste en France, Norbert Elias montre que le pouvoir royal a progressivement conquis des monopoles, les pouvoirs régaliens, jusqu'à la centralisation irrémédiable du pouvoir dans les mains d'une seule entité.
Pour monopoliser le pouvoir sur le territoire, l'État a successivement monopolisé les ressources de violence, les fonctions judiciaires et la collecte de l'impôt. Le sociologue ajoute que la division du travail a rendu nécessaire qu'un organe centralisateur préserve la cohésion sociale. La genèse de l'État est donc liée à la nécessité d'équilibrer la concurrence entre les groupes sociaux. Dix-septième référence, l'ère du vide, Gilles Lipovetsky. Cette référence sert à souligner le malaise des sociétés contemporaines. Gilles Lipovetsky montre que l'exacerbation de l'individualisme plonge les démocraties contemporaines dans un vide idéologique en raison du dépérissement des grands projets collectifs. Sur le plan psychologique, le problème est que les rapports humains sont désormais réduits à la séduction. Tout le monde devient narcissique. Sur le plan culturel, les repères et les limites disparaissent. D'où la qualification d'ère du vide. Pour Lipovetsky, ce sont l'humour et la violence qui comblent le vide. 18e référence, les lieux de mémoire, Pierre Nora. Cette référence sert à parler de l'incarnation de la mémoire collective française. Pour l'historien de l'Académie française Pierre Nora, la collectivité intègre certains lieux, entre guillemets, à sa mémoire en les réinvestissant de ses affects. Entré dans le dictionnaire en 1993, son concept de lieu de mémoire peut plus précisément s'appliquer à un monument, une figure nationale, un musée, des archives, comme à un symbole, une devise, un événement ou même une institution. En France, par exemple, la Marseillaise, le Panthéon, le 14 juillet et le manuel scolaire Le Tour de la France par 2 enfants ont pour point commun de donner une image symbolique et vénérable de la République nationale. Avec cet ouvrage de près de 5000 pages, Pierre Nora a produit, avec une centaine de collaborateurs, un véritable inventaire des lieux qui expriment la mémoire nationale française. 19e référence, l'État en France de 1789 à nos jours, Pierre Rosanvallon. Comme son nom l'indique, ce livre synthétise l'histoire de l'État français moderne. L'historien Pierre Rosanvallon montre que la construction progressive de cet État est d'abord un processus de rationalisation. Il a fallu constituer un corps de fonctionnaires stables et compétents, mettre en place des procédures régulières de gestion, ainsi qu'une hiérarchie claire des responsabilités. C'est aussi un processus de démocratisation, avec l'installation de gouvernements représentatifs. Mais l'évolution frappante est que le champ d'action étatique s'est accru. L'État français est devenu l'instituteur du social, c'est-à-dire que c'est lui qui organise les rapports entre les hommes. La mutation a abouti après 1945, quand il est devenu un État-providence. 20e référence, Principe du gouvernement représentatif, Bernard Manin. Ce livre est l'analyse de référence de la démocratie représentative. Bernard Manin rappelle que l'élection est par nature aristocratique, parce qu'elle favorise la naissance d'une élite, tandis que le tirage au sort est démocratique, parce qu'il donne à tous les citoyens une même probabilité de participer à la gestion des affaires publiques. Le philosophe dégage 3 idéotypes de gouvernement représentatif. Le parlementarisme, animé par les notables, la démocratie des partis, et enfin la démocratie du public, caractérisée par le rôle des sondages, des experts en communication, l'image médiatique, etc. Cette démocratie du public est assez proche de ce que d'autres appellent la démocratie continue pour caractériser la démocratie actuelle. J'en ai fini avec ma liste de 20 références. Encore une fois, si vous estimez que j'en ai oublié certaines ou si vous avez d'autres idées de liste, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires parce que ça m'intéresse vraiment. Les idées, c'est ma passion. Après, comme je vous l'ai déjà dit, c'est la méthodologie qui fait la différence en dissertation. Je vous invite donc encore une fois à vous inscrire à mon cours gratuit de méthodologie de la dissertation, soit en cliquant sur le lien qui apparaît maintenant en haut à droite de la vidéo, soit en cliquant sur celui qui est dans la description de cette vidéo. Même si la méthodologie c'est plus important, j'espère vraiment que cette vidéo vous sera utile. Je suis Romain, je suis toujours avec mon fidèle Aristote,
qui dort là-bas et vous étiez sur 1000 idées de culture générale. Rappelez-vous que vous n'avez pas besoin de vous prendre la tête pour réussir la dissertation aux concours administratifs.